Bonjour, c'est Bertrand Lebevici. Écoutez, ça commence mal parce que je devais mettre une vidéo en ligne hier et comme j'ai eu une semaine un peu spéciale, je ne la mets en ligne qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais vous parler des guerres de l'opium et de la naissance de ce qu'on appelle le régime global de prohibition des drogues, le RGPD, régime global de prohibition des drogues. Je vais le faire. Mais avant, je voudrais vous parler de l'affaire Palmade. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça a mobilisé une partie de ma semaine. Donc c'est une affaire qui a démarré avec cet horrible accident de la route vendredi soir. Assez rapidement, des médias m'ont contacté et j'ai dit que je n'étais pas libre parce que je pensais que, en gros, soit il fallait hurler avec les loups, soit il y avait que des coups à prendre. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'utile devant un fait divers aussi accablant. Et puis finalement, comme tout ça est monté comme un tsunami, que j'avais vraiment le sentiment parfois que on parlait plus de ça que de la guerre en Ukraine ou du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, voire de la réforme des retraites, c'est dire. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Donc j'ai accepté d'aller sur les médias, sur les télévisions en ligne, sur LCI avant-hier et BFM l'après-midi et hier sur CNews et Europe 1, mais c'est la même chose si j'ai bien compris. Et j'ai essayé de faire passer un message qui est à peu près le suivant. Alors, comme vous le savez, la loi française, la loi du 31 décembre 1970, qui est encore la loi qui règle les questions de drogue en France, cette loi pénalise l'usage simple et privé de drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fume un joint ou quelqu'un qui consomme une ligne de cocaïne chez lui, toute porte et fenêtre close, viole la loi. On considère qu'il s'agit d'un délit. Donc, on pénalise l'usage. Il y a eu énormément de discussions avant que la loi ne soit votée sur cette question de la pénalisation de l'usage et pour une raison que je ne vais pas développer mais qui est très simple, c'est que l'auteur du délit et la victime du délit sont une seule et même personne. Et que donc certains ont dit sur le plan juridique, cette pénalisation de l'usage était absurde. Mais peu importe, l'usage simple et privé a été pénalisé et il est même puni par la loi d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 1 an, qui dans les faits n'est à peu près jamais mise en œuvre, fort heureusement, et d'une amende qui peut aller jusqu'à 3 750 euros. Bon. Il s'avère, comme vous le savez probablement toutes et tous, que on a trouvé, je suppose dans le sang de Pierre Palmade, de la cocaïne, et que donc c'est évidemment une circonstance aggravante. Il y a eu un autre élément qui est assez rapidement apparu, ce qui veut dire que, enfin c'est ce que j'ai compris moi, les enquêteurs souhaitaient que l'opinion publique le sache, c'est qu'apparemment dans les heures qui avaient précédé, euh, Pierre Palmade s'était livré à ce qu'on appelle le chemsex. C'est donc une activité sexuelle en groupe avec la consommation d'un certain nombre de substances. Et cette pratique, hein, c'est pas une drogue le chemsex, c'est une pratique, un comportement. Cette pratique, elle existe dans les milieux gays. Tous les gens qui s'occupent d'addictologie savent de quoi il s'agit. Moi, j'ai eu des patients chemsexeurs, mais l'opinion publique a découvert ça à l'occasion de ce terrible fait divers. L'idée que j'ai essayé de faire passer, c'est que certes, les chemsexeurs consomment des substances qui sont souvent interdites et donc rien que pour ça, ils violent la loi. Certes, Pierre Palmade, en consommant de la cocaïne, a violé la loi, mais que tout ça
importe peu. Ce qui importe fondamentalement, c'est que Pierre Palmade n'aurait pas dû prendre le volant de son véhicule. Et quelles que soient les législations, hier, aujourd'hui ou demain, la mise en danger de la vie d'autrui, de quelqu'un qui n'a rien demandé, qui juste se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, quelle que soit encore une fois la législation de la société. Si demain, toute une série de drogues était légalisée, ça ne changerait rien au fait qu'un certain nombre de choses dans le champ du travail, par exemple, ou dans le champ de la circulation automobile, un certain nombre de choses seraient interdites à partir du moment où elles peuvent mettre en danger la vie d'autrui. Et donc j'ai plaidé pour une ambitieuse politique de réduction des risques à l'échelle française ou européenne. Voilà. Alors c'est pour ça, parce que j'ai été pris dans la tourmente, dans le tsunami de ces interventions à la télé, que j'ai pas été capable de faire la vidéo que j'aurais dû poster hier. Je vais donc quand même vous en dire un mot. Je voulais vous parler, et je vais le faire maintenant, de la naissance de la prohibition des drogues, qui est une entreprise qui a commencé au tout début du XXe siècle. La première conférence de mémoire a eu lieu à Shanghai, je crois en 1906 ou 1909, et la deuxième à La Haye en 1912. À l'époque, comme vous le savez, c'était la Société des Nations, enfin disons après la Première Guerre mondiale, c'était la Société des Nations qui avait été créée. L'ONU ne sera créée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Anglais faisaient pousser du pavot dans leur colonie des Indes. À partir de ce pavot, ils faisaient de l'opium et ils ont commencé à avoir envie de commercer avec la Chine et donc d'écouler sur le marché chinois une partie de l'opium qu'ils produisaient dans leur colonie des Indes. Évidemment, les autorités chinoises n'ont pas vu ça d'un bon œil, à la fois parce que un certain nombre de Chinois devenaient opiomanes, en particulier les coulis des grands ports comme Shanghai ou Canton, et aussi parce que c'était évidemment une perte d'argent, une perte de liquidité pour payer cet opium. Et finalement, en 1839, les autorités chinoises se sont saisies d'une cargaison d'opium. Il en a découlé une guerre, la première guerre de l'opium, il y en a eu deux en tout, qui a duré 3 ans, essentiellement entre la Grande-Bretagne et la Chine. Les navires britanniques, on a appelé ça la politique de la canonnière, les navires britanniques envoyant des bombes sur les ports chinois. Les Chinois ont été obligés d'accepter leur défaite militaire et c'est comme ça que le commerce anglais a repris de plus belle en Chine. Mais les choses n'étant pas modifiées, les Chinois ont recommencé à protester contre ce commerce et il s'en est suivi une deuxième guerre entre 1856 et 1860, guerre à laquelle les Français ont participé et même, et on verra que c'est assez paradoxal, les États-Unis y ont participé. Finalement, la Chine a accepté ce qu'on a appelé les traités inégaux. Ils ont donc accepté d'ouvrir les ports chinois au commerce de l'opium anglais, mais ça n'a pas été sans conséquences internationales. La principale conséquence, c'est que dans l'opinion publique américaine, on a, dans certains secteurs de l'opinion publique, on a violemment dénoncé ce qu'on a appelé un commerce inique de l'opium. On était dans une période où le puritanisme se développait avec beaucoup de force aux États-Unis, où par exemple une substance comme la cocaïne, qui avait été appréciée pendant quelque temps, était maintenant absolument condamnée, et où depuis le milieu du XIXe siècle, un certain nombre d'États
avait interdit l'alcool. Le premier État qui a interdit l'alcool aux États-Unis, c'est en 1851, c'est l'État du Maine, qui est devenu donc un État sec, dry, alors que les autres États étaient des États humides, wet. Mais progressivement, de plus en plus d'États ont rejoint la prohibition de l'alcool, et finalement, en 1919, c'est une loi fédérale qui a interdit toute forme d'alcool, hein, y compris cidre, bière, vin, tous les alcools, aux États-Unis d'Amérique. La prohibition de l'alcool a duré pendant une quinzaine d'années et j'y consacrerai forcément dans les jours, semaines, mois qui viennent une vidéo. Alors, il y a eu des conséquences politiques très importantes à ces guerres de l'opium. Pourquoi? Parce que, et ça c'est quelque chose que, disons, les anti-prohibitionnistes, et moi je suis anti-prohibitionniste, les anti-prohibitionnistes ne comprennent pas grand-chose, ou plutôt ont tendance à oublier. Ceux qui se sont battus contre le commerce inique avaient le sentiment, assez légitime d'ailleurs, de se battre pour les droits de l'homme, contre l'impérialisme britannique, contre le colonialisme et d'être des progressistes. Et ça fait que pendant tout le siècle qui va suivre, beaucoup de prohibitionnistes ont eu et ont encore aujourd'hui le sentiment que lorsqu'ils luttent pour l'interdiction de la production, du commerce et même de la consommation, de l'usage de drogues qui ont été interdites, ils se battent pour les droits de l'homme et ils se battent, par exemple, contre le capitalisme sauvage, celui qui veut faire de l'argent avec les drogues, celui qui est cynique et qui se moque bien du malheur des femmes et des hommes qui peuplent la terre. Or, comme on va le voir, la prohibition est née d'une alliance qui n'a pas duré très longtemps, d'une alliance assez improbable entre des forces profondément conservatrices et même franchement racistes d'un côté, et de l'autre des forces tout à fait progressistes et féministes de l'autre. Alors, je m'explique. Aux États-Unis, les syndicats blancs qui se battaient sur le marché du travail avaient associé chaque minorité ethnique à une drogue. Alors, prenons les catholiques irlandais, eh bien, évidemment, c'étaient des consommateurs de whisky. Les Chinois qui construisaient les lignes de chemin de fer dans l'Ouest américain, en Californie, c'étaient des fumeurs d'opium. Les Mexicains étaient évidemment des fumeurs de marijuana. Quant aux Noirs, quant aux Afro-Américains, eux, c'étaient des consommateurs de cocaïne, et donc tous ces gens-là étaient stigmatisés pour cette raison. Mais de l'autre, il y avait les mouvements féministes qui se battaient contre la consommation d'alcool par la classe ouvrière, le fait que les ouvriers pouvaient dépenser tout leur argent dans les saloons. Il y a eu un moment une ligue anti-saloon aux États-Unis pour que ce ne soit plus l'assommoir, hein, on pense à l'assommoir de Zola. Il y avait d'autres personnes qui étaient des travailleurs sociaux qui avaient envie que se crée un État-providence et qui luttaient contre l'alcool et éventuellement contre d'autres drogues. Et donc il y a eu une alliance assez improbable politiquement, mais qui a gagné cette bataille sur la prohibition, une alliance entre un mouvement profondément raciste et réactionnaire d'un côté, et de l'autre, un mouvement profondément féministe et progressiste de l'autre, qui se battait plutôt pour l'État-providence et la santé publique. C'est comme ça que la prohibition des drogues est née à l'occasion des premières conférences internationales qui ont principalement porté, ce qui était logique d'ailleurs, sur l'opium, mais qui vont s'étendre dans deux directions. D'une part, qui vont mobiliser un nombre grandissant de pays au cours des années 10, 20 et 30, et qui vont concerner un nombre grandissant de substances.
Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui. J'espère être en mesure de mettre en ligne la suite de l'histoire que je veux vous raconter mercredi prochain. Et je vous dis donc, portez-vous bien, à bientôt. Ciao.